Bonjour chers amis, alors je voudrais aussi à nouveau parler avec vous de cette question du genre, parce que on voit bien cette vague qui nous submerge de divers endroits, et tout particulièrement du côté de l'école, quand ce ne s'est pas déjà largement répandu dans nos universités. C'est cette nouvelle anthropologie qui, s'appuyant sur certaines remarques qui peuvent être par ailleurs très justes, ce qu'on appelle les gender studies, les stéréotypes de genre, un certain nombre de choses sur lesquelles de fait on peut apporter son attention, mais c'est aussi parce que cette vague de l'idéologie du genre finit par produire des effets de plus en plus délétères, de plus en plus curieux, qu'il faut de fait de nouveau s'y intéresser. Dans l'éducation nationale, une circulaire qui date déjà de plusieurs années était diffusée dans tous les établissements. C'est à concerner aussi bien les collèges que les écoles d'ailleurs, pour que se mettent en place des mesures visant à beaucoup mieux accueillir et prendre en charge des élèves transgenres. On voulait dire par là des élèves qui tout d'un coup arrivent un matin à l'école pour dire voilà, une fille dit ben moi j'ai envie d'être un garçon, je suis un garçon, je me suis trompé, je décide d'être un garçon, et inversement un garçon qui veut devenir une fille. D'ailleurs, la proportion est tout à fait disproportionnée. Il y a beaucoup plus de filles qui veulent être des garçons que des garçons qui veulent être des filles. Et donc, l'éducation nationale, s'inquiétant de cela, a pensé qu'il fallait absolument donner toute liberté à des enfants ou des adolescents qui désirent maintenant être considérés dans l'autre sexe que celui qu'ils avaient auparavant. Et donc, c'est le changement de prénom. Si on ne dit plus elle, mais on dit il. Et puis, c'est la question de l'identité profonde, finalement, qui est particulièrement bousculée dans le cœur de ces adolescents. Ils ne sont pas nombreux, mais déjà, quelques pourcents sont déjà fortement secoués par cette question de la transidentité. Et puis encore, l'éducation nationale a lancé aussi parallèlement une très grande campagne pour lutter contre l'homophobie et la transphobie, ce qui aussi a une certaine part de justice. Et pour cela, bien sûr que c'était au cœur de l'enseignement moral et civique que l'on donne dans les écoles que l'on a ajouté toutes ces dimensions. Parmi tous ces thèmes qui étaient abordés dans cette campagne, on trouve bien sûr des réflexions sur l'homophobie, la transphobie et les fameux droits des personnes LGBT. Je rappelle que ça concerne des jeunes collégiens, ça concerne aussi même certaines écoles avec des enfants très jeunes. Ce qui veut dire que toutes ces questions qui sont relatives à l'identité de genre sont maintenant largement abordées dans l'école, sans doute parce que la raison première, c'est la violence transphobe ou la violence homophobe, qui n'est pas du tout admissible, bien sûr. Mais est-ce que c'est pas ce cheval de Troie qui permet à beaucoup d'autres choses de se répandre dans la tête de nos enfants ? Et comme je parle, moi, dans cette émission, beaucoup aux enfants, je me suis dit qu'il fallait quand même se lancer sur cette question. Alors, j'ai beaucoup de petits livres et de livres plus gros sur cette question, et j'essaye de rassembler un peu mes idées pour dire des choses qui sont vraies, qui sont honnêtes, et qu'avec vous, chers parents particulièrement, mais aussi éducateurs, on puisse vraiment réfléchir à cette petite révolution, une véritable révolution anthropologique qui se passe parmi nous depuis déjà quelques années. Et c'est d'abord l'école, vous voyez, qui est confrontée à ces questions qui sont de certains élèves, les questions sur leur genre. Et bien sûr qu'il faut veiller à ce moment-là à la question du bien-être des élèves et de tous les élèves. Et ça importe bien de distinguer ce qui relève de la sexualité et donc de l'éducation sexuelle, qui est une chose, mais ce qui relève aussi par ailleurs de l'identité, et particulièrement l'idée de genre. Ce qui veut dire qu'il faut écouter cette démarche personnelle d'élève
que l'on voit dans les écoles, qu'il ne s'agit pas d'encourager ni de valider, mais qu'il s'agit parfaitement d'écouter. Et c'est là que commence la question du diagnostic. Est-ce que l'on ne se trompe pas en pensant que le moindre mal-être d'un jeune doit certainement provenir de ce qu'on appelle la dysphorie de genre, c'est-à-dire le fait qu'il ne se trouve pas dans le genre qui semblerait lui convenir. Est-ce que c'est pas justement aussi parce qu'on va permettre et même encourager un enfant à changer d'identité, pour ne pas dire même changer de sexe, que l'on va bien entendu confirmer le jeune dans une question qui demande beaucoup plus d'examen. Il n'y a pas que l'école, bien sûr, qui sont concernés par cela, parce que c'est aussi les parents qui ont toute légitimité pour veiller à ce que l'école n'outrepasse pas son champ d'action. Et il y a encore plus récemment, pour continuer l'état de fait, il y a plus récemment le fameux programme d'éducation qui s'appelle EVARS, éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Alors c'est pas d'aujourd'hui que l'on fait une sorte d'éducation sexuelle dans l'école qui devrait compléter celle des parents, dans laquelle sans doute les parents devraient s'imprimer aussi plus largement, ce qui n'est pas fait, mais c'est aussi une éducation qui est beaucoup trop technique. Elle a été très technique au départ, c'était, vous savez, à propos du sida, que l'on a commencé à développer beaucoup de choses. On a beaucoup plus pris le temps de développer ce qu'était la sexualité dans le cadre d'enseignements tout à fait normaux, les fameux enseignements de SVT, les sciences de la vie et de la terre, parce que ça fait partie bien sûr d'une connaissance aujourd'hui qu'il faut absolument diffuser. Mais à propos d'éducation affective, relationnelle et sexuelle, on touche à des choses beaucoup plus profondes qui ne sont pas simplement le fait d'un savoir à dispenser par l'école, parce que après tout, il y a là la question du rapport homme-femme et aussi de la question de l'amour, voilà. Et on ne prononce pratiquement pas ce mot d'amour dans ces programmes d'EVARS, d'éducation affective et sexuelle. Or, c'est cela aussi que les jeunes attendent. Je suis frappé dans ceux qui se préparent au mariage, par exemple, comment ils ont une vision très tronquée de ce qu'est l'amour, qui est une notion extrêmement complexe et qui touche toutes les dimensions de la personne, pas simplement la biologie, ni même simplement la psychologie, mais aussi c'est la vocation fondamentale de l'homme, c'est aussi sa vie spirituelle. Il y a dans l'amour pas simplement que la question du plaisir, il y a la question de l'attachement, c'est tellement important et c'est une question qui passionne justement les jeunes. Alors que dans les programmes qui sont actuellement prévus pour l'école, c'est parler surtout de la différence homme-femme en vue de la possibilité de renoncer, de savoir dire non dans les sollicitations sexuelles. Il y a la question du corps, mais que l'on présente beaucoup trop vite comme un corps genré, et avec la question du consentement, et puis l'homosexualité ou la transidentité que l'on dévoile et que l'on éclate ainsi comme ça aux yeux de tous, sans aller suffisamment vers un véritable examen anthropologique. Bien sûr que ce n'est pas simplement un prénom qui fait un sexe, mais on voit bien, et c'est pour ça que quelquefois dans la transidentité, il y a beaucoup plus que le désir de changer socialement de sexe, mais il y a aussi une transformation que l'on attend, une transformation psychologique et même biologique. Et donc il y a là d'abord la distinction sociale, changer de prénom, ensuite c'est prendre des hormones pour commencer à changer profondément tout le système biologique de la personne. Et puis ensuite, la troisième évolution dans la transidentité, vous le savez, c'est des interventions chirurgicales.
beaucoup de filles se font enlever les seins, ça commence comme ça. Et puis ensuite, c'est du côté des organes génitaux que des médecins, des chirurgiens un peu méphistophéliques, vous voyez, se tripotent tout ça. Et là, on arrive à l'horreur, parce que des documents récents montrent que ce qui se passe dans les cliniques où on fait ce genre d'opération, c'est une véritable catastrophe. Et les jeunes embarqués par ça, eh bien, très très vite sont dans un refus. Ils veulent retourner à l'état initial. Ils ne le peuvent plus. Ce sont de vraies mutilations. C'est un véritable calvaire aussi psychologique que vivent des jeunes quand ils sont engagés dans cette transidentité qui va jusqu'à mutiler leur corps. Voilà, donc on verra après la pause ce que veut dire aussi encore cette grave question qui nous concerne, nous d'abord, parents. Une petite flamme, un éclat de lumière, fragile et solitaire, perdu dans l'univers. Une petite flamme qui vacille parfois dans le triste et le froid, mais qui ne s'éteint pas. Une petite flamme, à peine une étincelle, silencieuse et fidèle, comme un écho du ciel. Une petite flamme, éclairant le chemin et chassant l'air de rien, les noirceurs du chagrin. Elle me disait mon rêve à moi, c'est chanter le feu de mon âme et embraser ce que je vois. Moi je voudrais devenir flamme, devenir une flamme, brûler par tous les temps et répondre en dansant aux colères du vent. Devenir une flamme et donner sans compter tout l'or d'un feu sacré, sans jamais l'épuiser. Devenir une flamme et chanter l'éphémère, l'exil de la lumière, la brûlure du mystère. Devenir une flamme, faire reculer le noir et rallumer l'espoir aux grisailles des regards. Elle me disait mon rêve à moi, c'est dissiper le vague à l'âme, faire voler le rire en éclats, devenir un jour une flamme. Une petite flamme qui chante l'éphémère, un éclat de lumière dansant dans l'univers. Eh bien, comme le soulignent bien sûr des spécialistes, qui sont d'ailleurs bien plus spécialistes que moi, bien sûr qu'il y a quelque chose de tout à fait essentiel, c'est un jeune, et particulièrement un adolescent au moment de la puberté, de passer d'un corps sexué, parce qu'il est sexué au départ, et c'est là, je l'ai déjà dit, qu'il y a un mensonge dans la théorie du genre, de dire que le sexe est donné par la culture et non pas par la nature. Bon, c'est un non-sens scientifique, c'est pour ça que c'est impressionnant de voir comment cette théorie peut prendre de l'effet alors que scientifiquement elle est tout à fait récusable. Donc le corps sexué, c'est le corps du petit garçon, de la petite fille, et bien sûr, ça tout le monde le sait, mais ensuite progressivement ce corps sexué doit passer à l'identité sexuelle, c'est l'appréhension que l'on a de son propre corps qui est en jeu. Or, que dit le corps? Le corps, c'est le corps sexué, mais qui n'a pas encore de sexualité. Le petit garçon, la petite fille, c'est l'époque de l'école primaire. Il a bien un corps sexué, il le sait bien. Il y a toute la honte déjà qui existe en lui sur son propre corps. La pudeur, ça existe aussi, il y a tout cela.
mais ce corps n'a pas de sexualité, ne s'exerce pas, il n'y a pas une activité sexuelle. Il n'y a pas encore des pulsions sexuelles. Ce n'est qu'à la puberté que ça commence à se ressentir. Et les enfants, justement, jusqu'à un certain stade, qu'il ne s'agit surtout pas de franchir, les enfants ne se posent pas la question de savoir si leurs jeux ou leurs activités sont guidés par le fait qu'ils sont garçons ou filles. Sauf que, on l'a vu en Suède, où des expériences dans les écoles ont été poussées très loin, où on a voulu justement casser ces stéréotypes. Et dans les jeux, eh bien, on a forcé les enfants à ne pas suivre leur penchant naturel. Les garçons à jouer au foot, à s'occuper de petites voitures, etc. Et les petites filles à s'intéresser plus à des conversations plus fines et de maternité, et de choses comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui est naturel chez l'enfant que l'on a voulu comme déformer, et donc des cours de récréation organisés pour ça, des toilettes qui sont aussi inversées, enfin, etc. Voilà, tout cela a été fait, alors qu'aujourd'hui, dans ces pays-là, on est en train de s'apercevoir qu'on marchait sur la tête, quoi. Et donc, s'il n'y a pas de sexualisation chez un enfant jusqu'à un certain stade, et c'est seulement chez l'ado qu'il va y avoir des changements physiologiques, des changements physiques et psychologiques, et l'apparition du désir sexuel, ça c'est bien connu, et c'est ça qui signe justement l'entrée dans la puberté. Et donc c'est là que se fait le processus d'appropriation progressive de l'identité sexuelle. L'enfant petit avait encore le sens de cette différence sexuelle, il la connaît, et il la fait surtout par rapport à son père et sa mère. Et c'est comme ça que son corps est sexué, il s'en aperçoit, et il s'identifie à ce que peut être son père et sa mère. Mais chez l'adolescent, ça se complique parce que ce sera aussi en opposition au modèle des parents qu'il va tester ses limites, qu'il veut comprendre sa propre sexualité. Il a besoin de s'identifier à un groupe à ce moment-là, c'est-à-dire que les garçons recherchent des amitiés masculines et inversement, et les filles des amitiés féminines. C'est la belle époque pour l'amitié, où on a des amis, des bandes d'amis, avec des modèles que l'on idéalise. Tout ça pour briser la solitude, sortir du cercle étroit de la famille et justement prendre en charge ce mal-être qui se passe à certains moments dans l'adolescence et que l'on va à tort aujourd'hui prendre pour une dysphorie de genre. La dysphorie de genre, il paraît que dans 99 cas, quand vous ne faites pas grand-chose, que vous écoutez l'adolescent, que vous lui faites faire des activités saines, du sport, etc., eh bien, à 20 ans, il n'y a plus du tout cette affaire-là. Et donc, vous voyez, c'est l'adolescence qui est donc capitale à ce moment-là, pour que l'enfant ressente dans cette période de maturation l'adulte qui va devenir. Et là, l'environnement familial continue à jouer son rôle, en particulier par l'attitude du père et de la mère, et spécialement le père, dont psychologiquement, on dit que c'est lui qui fait la sexuation, d'abord parce que biologiquement, c'est XY quand on est homme et XX quand on est femme, et ce sont les chromosomes masculins qui déterminent la sexuation. C'est pour ça que c'est le père qui joue un rôle, c'est le rapport de la jeune fille au père qui est capital, comme le rapport du jeune garçon au père. Donc cet environnement familial qui est si important pour assurer ce processus, pour passer du corps sexué à l'identité sexuelle. Et ça, tout ça dans une grande qualité d'écoute, qui est essentielle pour accompagner cette période. Et je répète, d'abord et prioritairement dans la famille. Maintenant, à l'école, il y a cette part aussi à faire de l'école qui doit être attentif à cela, pour que l'adolescent accepte le réel de ce qu'il est, et il est construit dans un sexe qui est donc naturel, mais reste à ce qu'il devienne aussi un homme et une femme. Et donc le sexe n'est pas suffisant pour cela, et c'est vrai que le genre, c'est le ressenti que l'on a de son corps. C'est là que ça se situe. Et trouver le sens de son corps sexué
pour unifier son corps sexué avec son ressenti intérieur de garçon ou de fille. Et c'est là que se réussit, pour ainsi dire, la puberté et aussi le complexe d'Oedipe, comme en parlait Freud. Voilà donc la dichotomie du genre, elle est faite pour qu'on arrive à unifier sa personne. Et voilà comment on laisse des enfants dans la transidentité, justement, complètement bousculés par ça. Non seulement on les aide pas, mais on pousse dans le mauvais sens. On pousse dans le mauvais sens. Parce que l'approche selon le genre, ça considère la personne et son corps comme deux entités distinctes. Et ça conduit à soumettre la volonté à ce qui relève de la nature. C'est-à-dire faire correspondre le ressenti à ce qu'est la nature. Alors quand on envisage la sexualité comme un panel d'identités multiples et interchangeables, où on peut être ce que l'on veut, où on décide d'être ce que l'on veut, on est homo, bi, etc., trans, on décide de cela, les enfants et les adolescents vont être confrontés à une sorte de genre qui devient utopique, parce que c'est coupé de la réalité biologique. Et alors, il va se transformer en décidant lui-même une sorte de voie qui ne va pas correspondre à ce que dit la nature en lui. Et c'est pour ça qu'il faut aider les enfants à s'épanouir et à s'unifier, à bien comprendre cette unité qu'il y a entre le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est comme ça que le corps, quand il est reçu comme un don, alors il nous indique toute notre capacité à nous ouvrir à l'altérité, à découvrir qu'on est un homme pour s'ouvrir vers la femme et la femme pour s'ouvrir vers l'homme. Et c'est ainsi que la puberté débouche sur quelque chose de très unifié. Et la transidentité casse ce travail d'unification de la personne parce que ça la laisse avec une liberté qui est affolante et qui affole le jeune quand on lui dit qu'il peut décider de son identité. L'identité se reçoit, elle ne se fabrique pas. Voilà une bonne nouvelle qu'il faut donner à des enfants, que la vie, le corps, la vie en eux, elle vient d'ailleurs, elle est donnée, et évidemment qu'elle vient de Dieu. Elle nous est donnée par Dieu, le corps nous est donné par Dieu, pour que notre personne prenne ce corps en main, pour quand il se transforme par la puberté, il devienne capable d'un amour qui est complet, solide, qui va être l'ouverture à l'autre, qui va être le don de soi et qui produit la fécondité. Voilà comment une chose qui est si belle dans le plan de Dieu peut être déformée et tellement cassée par cette idéologie qui produit maintenant la transidentité. À la prochaine fois, chers amis.